Tu as du cash à placer et tu te demandes s'il vaut mieux l'investir dans un bien immobilier où il y a potentiellement un effet de levier via le crédit bancaire ou alors tout simplement le placer en bourse. Justement, dans cette vidéo, je te compare les deux stratégies d'investissement avec des données précises pour t'aider à faire le bon choix. Et tu seras bien étonné du résultat. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour profiter du clou du spectacle qui est un super cas pratique avec des chiffres concrets pour que tu vois bien la différence entre les idées reçues et la réalité. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Billoc-Martinez. J'ai 10 ans d'expérience auprès de la première banque européenne et française. Par ma voix, cette chaîne va mettre gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires dont on ne vous parlera pas dans les banques classiques et qui te permettront de structurer solidement ton patrimoine. Ces thématiques t'intéressent, témoigne de ton soutien et abonne-toi à la page. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine et cela pourra t'aider à améliorer tes finances. Alors revenons à notre sujet principal qui est le duel entre l'investissement immobilier et l'investissement financier en bourse. Je vais commencer par vous présenter les concepts généraux. À savoir, un achat immobilier, c'est investir dans un bien physique. Ça peut être un logement, un local ou un terrain. Le but ici, c'est de percevoir des loyers et de le revendre plus tard à un prix supérieur. Et un placement financier, c'est investir en bourse, soit en achetant des actions, des obligations, des ETF ou tout autre produit financier. Si tu ne comprends pas ce que c'est les actions, les obligations, les ETF, je t'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière qui justement détaillait ces trois principaux actifs de la bourse. Le but en faisant un placement financier, c'est de fructifier son argent grâce au rendement et des dividendes. Alors, il faut savoir que les deux investissements comportent des risques. Concernant l'immobilier, les risques principaux sont problème d'impayés via les locataires, la vacance locative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver de locataires, la dégradation du bien, un locataire peut vivre à l'intérieur et en partant, il dégrade le bien, ce qui va nécessiter des travaux importants. Le remplacement des équipements, il peut arriver qu'on ait à changer une chaudière dans un appartement. Et ça coûte beaucoup d'argent. Des travaux de façade, parce que l'appartement peut être dans un ensemble immobilier ou dans un immeuble, et il faudra prévoir des travaux pour refaire les façades. Et à chaque sortie d'un locataire, il faut prévoir un rafraîchissement, donc des petits travaux de rénovation. Et d'autres petits travaux qu'il faut prévoir comme ça, parce que c'est de l'immobilier, l'imprévu n'est jamais bien loin. Et par ailleurs, actuellement, avec l'inflation, les taux sont trop élevés, donc il y a peu d'emprunteurs sur le marché et le peu de personnes qui sollicitent l'achat de biens immobiliers actuellement tire les prix vers le bas. Donc la solution de revendre son bien ultérieurement beaucoup plus cher, c'est à jauger parce que ça dépend de la conjoncture économique, le moment où on souhaite vendre. Quant au placement financier, c'est quoi leur risque? Alors le principal risque, c'est uniquement la volatilité du marché. Par exemple, en 2008, on a eu la chute libre du marché et pour contrer cette volatilité, quand on fait des placements sur des marchés financiers, cela nécessite d'avoir une vision long terme pour effectivement amortir les crises et les chutes importantes. Comme je vous disais, en 2008, le marché a baissé, mais il a dès lors rattraper son retard et il a même doublé. Donc la clé, c'est d'être patient. En 3, je voulais vous parler aussi d'un élément important qui est l'accès à la liquidité entre ces deux placements. Pour l'immobilier, cela n'échappe à personne. La liquidité est très faible car pour avoir du cash, il faut vendre son bien. Et vendre un bien à un bon tarif nécessite 3 à 12 mois selon le marché. Sauf si bien évidemment vous êtes très bien situé et que cette zone est prisée par les investisseurs. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ici, nous parlons des généralités et pas des cas individuels. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter dans une zone prisée. Quant au placement financier, vous l'aurez compris, il est très liquide. C'est-à-dire, vous avez facilement accès à votre argent en cas de besoin. Il vous suffira tout simplement de vendre vos actions ou vos ETF en quelques clics. Et ensuite intervient un autre gros point qui nécessite qu'on passe du temps pour regardez les frais, toujours pas très transparents. Quand vous souhaitez acheter un bien immobilier, on ne vous dit pas tout ça. Alors, concernant les frais et la fiscalité de ces deux investissements. Concernant l'immobilier, pour finaliser l'opération, vous allez débourser tout un tas de frais. Les frais de notaire, les frais d'agence pour le montage de votre dossier, les frais de garantie. Et une fois que le bien est financé, chaque année, vous avez une taxe foncière à régler. Ça, il faut le prévoir. Ensuite, vous avez un impôt sur les revenus locatifs qui varie de 20 à 30%. Ça, il faut aussi prévoir. Et cet impôt est également annuel. Chaque année, vous payez des impôts et la taxe foncière. Sauf si vous optez pour un programme de financement avec une option de défiscalisation, mais ces programmes sont généralement assez chers, assez onéreux et ne sont donc pas accessibles à tout le monde. Et puis intervient le moment de la revente. Sachez que vous avez des frais notariés quand vous revendez votre bien. Et en plus, vous avez un impôt sur la plus-value immobilière que vous aurez engrangée. Basculant au placement financier. C'est quoi les frais et l'imposition? Oui, quand vous basculez sur les marchés financiers, quand vous allez acheter des actions, vous payez des frais à hauteur de 1% ou 2% selon les établissements. Ça s'appelle des droits d'entrée. Rappelez-vous, chez le notaire, vous payez 8% pour acheter un bien immobilier. En bourse, vous payez 1 à 2% grand maximum. Ensuite interviennent les frais de gestion en bourse, car les actifs que vous achetez sont gérés. Ces frais sont donc à surveiller
et à négocier. Par exemple, pour un ETF, les frais de gestion partent de 0,1% à 0,5% annuel, grand maximum. Voilà, ce sera les frais annuels à payer tout au long de la vie de votre ETF. Et après, à la vente de ces actifs. Oui, tout comme dans l'immobilier, vous allez payer des frais pour les revendre, ça s'appelle des droits de sortie. Mais comparé à celles de l'immobilier, vous allez voir qu'ils sont aussi très faibles. 1%, voire 2% pour certains établissements, pour céder vos actions. Donc, concrètement, c'est faible. Et concernant l'imposition, oui, les plus-values que vous engrangez via la bourse sont imposées, mais sont toujours beaucoup plus avantageux, comme vous allez le voir, d'autant plus qu'il y a plein de supports qui existent pour vous permettre de loger vos actifs et de les ressortir avec la plus faible, voire une imposition nulle. Donc, la fiscalité peut être vraiment optimisée dans ces placements-là via l'assurance vie et le PEA. Plan épargne en action. Et sur cette chaîne, je vous parlerai de ces deux supports qui sont très intéressants. Petit clin d'œil à plusieurs abonnés qui ont sollicité une vidéo sur l'assurance vie. Ne vous inquiétez surtout pas, je suis en train de la concocter avec des chiffres. Elle sera bientôt disponible, restez connectés. Et je n'ai pas voulu finir ces généralités sans vous donner un petit bonus en plus. Sachez que quand on incite plusieurs personnes ou plusieurs particuliers aller dans un sens de l'investissement, comme notamment l'immobilier. Cela permet aussi de soutenir une politique en filigrane. Car en achetant massivement les biens immobiliers, que ce soit sans option fiscale ou avec une option fiscale via tous les programmes qui existent, programme Borloo, programme Pinel, et autres. Le but est toujours de faire en sorte que les particuliers viennent soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique de logement des populations. Car loger les populations est aussi un devoir qui incombe à l'État. Alors on a tout intérêt à présenter ce placement comme le meilleur des investissements. D'ailleurs, les banques aussi vous mettent les fonds à disposition pour propulser ce mouvement. Idem dans les placements financiers, je vous parlais des supports qui existent pour vous permettre rapidement de défiscaliser. Ici, on vous encourage à investir pour injecter de l'argent dans le fonctionnement des entreprises ou des institutions publiques, puisque l'État aussi emprunte pour soutenir ces projets. Mais vous comprendrez que le plus privilégié des deux, en termes de défiscalisation, ça sera forcément les placements financiers, grâce aux supports qui sont mis à disposition où on peut quasiment sortir de l'argent sans fiscalité. Et pourquoi? Parce que vous soutenez l'économie en direct. Ça devient un cercle vertueux. Vous mettez votre argent à disposition d'une entreprise qui, elle, va créer de la valeur et de la richesse et va aussi créer de l'emploi. Donc, en effet, ça ruisselle et tout le monde a bénéficié un tout petit peu. Comparé à l'immobilier où vous achetez un bien et vous cristallisez du cash, quasiment personne n'en profite. Donc, en guise de politique ou de morale en filigrane, quand vous investissez en bourse, vous participez à la création de valeur dans la société parce que tout le monde en profite. Alors que l'immobilier, c'est très personnel, c'est très égoïste, il n'y a que moi qui gagne. Nous reparlerons de cet aspect psychologique dans l'investissement boursier parce que c'est important aussi à savoir et à se donner des objectifs pour l'utilisation de son argent sur le marché. Certaines personnes ne le savent pas. Donc, c'est important de se dire à quoi va servir mon argent. Est-ce qu'il va contribuer à créer un cercle vertueux dans la société où tout le monde en bénéficie? Alors, à cette étape, nous allons passer au nerf de la guerre, à savoir la rentabilité. Et je vais vous étayer ces deux options avec un cas bien pratique. Dans ce cas pratique, j'ai mon client qui souhaite placer 20 000 euros et il me contacte et me dit « Ghislaine, je veux placer mes 20 000 euros. Qu'est-ce que j'en fais? J'aimerais aller dans l'immobilier parce que je sais que je peux emprunter et de ce fait trouver un locataire qui va payer l'emprunt et quand il aura payé tout mon endettement, je vais revendre bien et faire des grosses plus-values. Mais en même temps, je me pose la question en me disant, voilà, avec toute la contrainte bancaire de se dire qu'on détient un prêt, si je n'ai pas de locataire, si j'ai un problème de travaux, je suis vraiment embêtée et je me demande si je ne dois pas prendre ces 20 000 et tout simplement les mettre en bourse. À ce moment-là, j'ai besoin de toi pour m'éclairer. Est-ce que tu peux me calculer la rentabilité concrète sur ces deux placements-là? Je veux aller sur 15 ans d'emprunt. J'ai dit à mon client, ok, ça c'est des super défis que j'adore. Alors contrairement à l'autre vidéo, je vous avais fait une vidéo où je vous montrais en tableau d'amortissement en visuel. Beaucoup de gens m'ont contacté pour me dire que ils ont décroché à un certain moment parce que ça devenait très technique et ils ont utilisé leurs 30 minutes offertes. Dans notre programme d'accompagnement, on a 30 minutes offertes. Il suffit d'aller sur notre site web, de renseigner votre numéro de téléphone et de nous décrire brièvement votre projet. Alors, j'ai décidé de changer de méthode en prenant un tableau classique pour écrire à la main et vous expliquer concrètement. Ça sera beaucoup plus simple. Passons aux chiffres concrets. On a deux hypothèses. Un cas pratique concernant l'immobilier. Premier cas pratique était pessimiste. Du coup, j'ai quand même essayé de redorer le blason avec un deuxième cas pratique un peu plus optimiste pour ne pas déprimer tout le monde. Et de l'autre côté, nous aurons un placement financier. Concernant notre exemple, je nous ai concocté un cas pratique ici. Donc, l'hypothèse 1, je vous ai dit, c'est l'hypothèse la plus pessimiste. Le but avec mes clients, c'est vraiment d'abord que j'aille dans le pessimisme, que j'amortisse un peu avec un exemple optimiste et après je propose l'exemple en face pour qu'il fasse son choix en toute connaissance de cause. Donc première hypothèse, ici
mon client a un apport de 20 000 euros. Vous savez, c'est les 20 000 qu'il veut placer. Si il doit acheter, on va projeter un prêt à 200 000 euros, 200 000 euros d'emprunt pour un taux d'intérêt à 5% hors assurance. L'assurance, il va la payer 25 euros par mois. La durée, c'est sur 15 ans. On est parti sur une durée d'emprunt de 15 ans qui fait 180 mois. Et quand on calcule tout ça, donc plus son apport, on a une mensualité de 1606 euros qu'il doit payer. À côté, on aura d'autres frais, hein, la garantie, c'est-à-dire celui qui vient protéger le prêt en cas de non-paiement. 3 000 euros de frais. Les frais bancaires, parce que la banque aussi va se servir du fait que vous allez lui demander de monter un crédit immobilier, elle va prendre 3 000 euros de frais. Vous voyez donc ici, en termes de frais, puisqu'on a aussi les 20 000 qu'on sort au départ, donc en totalité, on a déjà aussi 42 000 euros de frais. Donc, pour la suite, si on regarde tous ces frais-là, on les additionne, on a un total, c'est-à-dire les 200 000 euros plus tous les frais, on est à 289 000 euros 186. Donc ça, c'est le coût de notre emprunt. Ici, effectivement, on donne ça à la banque. De nous avoir sorti 200 000, on lui donne 89 000 euros. Maintenant, quand on prend ce montant-là, ça, c'est uniquement celui qu'on a pris à la banque. Rappelez-vous, on a pris 200 et on doit lui donner ça en intérêt. Donc, cumulé à ces frais-ci, puisqu'on les a pas inclus dans les 5%. Là, c'est des calculs qui ont été faits. Hein. Donc vraiment, j'ai gagné du temps. Je vous donne l'essentiel. Donc ça, c'est ce qu'on donne à la banque pour son intérêt et son assurance. Ça, c'est le coût. Et ici, on a d'autres frais. Donc on additionne les 289 plus les 42 000, puisqu'on, même si effectivement, on va me dire, oui, mais c'est des 20 000 que j'ai apporté, mais c'est, oui, on les sort, c'est un effort qu'on fait. Au total, ça nous fait 331 186. C'est le coût total de l'opération, ce que l'opération nous a demandé en effort. Et en face, j'ai des revenus locatifs. Puisque je vais mettre un locataire dedans, j'ai pris l'exemple le plus pessimiste. Hein. C'est un loyer à 650 euros par mois. Donc, on paye à l'année 7 800 euros. Et si je les multiplie par 15 ans, je tombe sur 117 000 euros au total. Ça, c'est exactement ce que je perçois en termes de revenus locatifs. Maintenant, qui dit revenu locatif dit aussi que j'évite des frais en face. C'est ce qu'on a vu. On a des frais, à savoir l'impôt locatif. Hein. Ici, j'ai pris 20%. Ça peut aller jusqu'à 30%. Sur 15 ans, ça me fait 23 400 euros. Il y a la taxe foncière qu'il faut payer pendant 15 ans, 22 500. Donc, les frais, impôt plus taxe foncière, ça me fait 45 900 euros. Quand je prends ces frais, je les déduis aux 117 000, plus un revenu que j'ai eu, et en face, il y avait des charges. J'ai 71 000 euros 100, c'est-à-dire c'est le gain réel que j'ai fait. C'est ça que j'écris ici, revenu net récupéré. C'est le net, parce que j'ai enlevé les charges. En effet, je commence maintenant à comprendre, à rentrer dans le cœur du sujet. J'ai investi un total de 331 186, c'est celui-ci. Puis, j'ai récupéré en gain 71 100. Ça, c'est les loyers que le locataire m'a versés en net. Vous voyez déjà que là, c'est l'hécatombe. Il y a encore un espoir, c'est que je vais vendre le bien, la vente du bien. Et ici, j'ai projeté une plus-value de 2% par an de ce bien-là. C'est plutôt optimiste. Je le revends à 269 800, ce qui n'est pas mal. Alors, il y a des frais de revente. Je vous ai dit, quand on vend un bien, il y a des frais. Et en plus, il y a une plus-value à payer. On a une plus-value qui se dégage ici, vous voyez. Mais voilà, il y a un abattement. J'ai fait toutes les décotes, je vous épargne de tout ça. Et je n'ai que 2 943 € à payer en termes de plus-value imposable. Donc, si je prends le prix de la vente, je déduis ces frais-là. Il me reste 250 669 € que je récupère du bien. Ok, on récupère, mais sachant qu'on a ça qu'on a sorti. Rappelez-vous, on avait ça en coût de départ de l'opération. J'enlève ce que j'ai perçu, il me reste ça en négatif. Donc, j'ai 260 000 € quand même de coûts qui continuent de peser. Et oui, j'ai la vente du bien. Je viens là, j'ai déduit la vente du bien. 250 669. Et ben, mes chers amis, j'ai fait une perte de 9 417. Dans cette opération immobilière, j'ai perdu littéralement 15 ans de ma vie dans l'eau où je pensais faire un gros investissement. Maintenant, passons à l'hypothèse 2. Comme je disais, une hypothèse beaucoup plus optimiste. On a gardé les mêmes critères. L'apport, c'est toujours 20 000 €, les frais de garantie, les frais de banque, notaire. On est resté concrètement dans les mêmes critères que la première hypothèse. Ici, ce qu'on a juste changé, ce sont les revenus. On a augmenté un tout petit peu le revenu à 800 €. Malheureusement, on peut pas aller plus loin parce qu'on calcule avec les données du marché pour savoir la typologie de bien, combien je peux louer. Donc 800 €, c'est le maximum. Donc 800 € par mois.
et à l'année, ça fait 9 600. Multiplié par les 15 ans, on a 144 000 euros. En effet, quelqu'un qui est déjà assez aguerri financièrement va déjà se dire, si moi je paye 1 600 euros à la banque et mon crédit ne me rapporte que 800 euros, c'est déjà une opération où je perds. Mais on ne sait jamais, on peut avoir beaucoup de revenus et se dire, on veut aller chercher l'effet de levier de l'emprunt bancaire, à savoir la revente du bien, puisque le locataire aura payé une grosse partie du prêt. Nous, on va aller chercher cette option-là pour se faire du gain. Soit. Allons-y. Par la suite, j'ai des frais liés à la perception de ces loyers-là. J'ai de la taxe foncière à payer, vous voyez, naturellement. J'ai gardé la même taxe foncière, hein, puisque c'est le bien, il est au même endroit. 22 500 qu'on avait auparavant. L'impôt, par contre, lui, il a augmenté, puisque mon revenu ici aussi a augmenté. Donc, l'impôt a suivi cette augmentation. Donc, si on prend les revenus qu'on avait à 144 000 euros, et on soustrait tous les frais, voici les frais totaux, hein, les 22 500 plus les 28 800 des impôts annuels sur 15 ans, on les additionne et on est à 51 300 sur les 15 ans. Et on soustrait ces frais à tous les revenus locatifs, 144 000 euros, et on obtient un revenu net de 92 700. Maintenant, nous basculons dans le levier même que nous allons chercher via cet investissement, c'est-à-dire la revente du bien. Ici, on a été très optimiste. On a vu la valorisation de la revente à 3% par an, ce qui nous a permis de le vendre à 311 600, contrairement à la première hypothèse. Mais ça, là aussi, voilà, on est quand même allé au maximum de ce qui est possible en termes de valorisation. Dans cette revente, on aura des frais. Pour savoir les frais de vente, hein, on a la plus-value après la décote. In fine, tous les frais totaux sont à 31 598 du fait de la vente. Si on fait donc le prix de la vente moins les frais, on est à 280 000 euros. Les 280 000 euros, pour être juste, auxquels on additionne les revenus nets locatifs qu'on a perçus, les 92 700. On a un total de 372 702 qu'on a réellement perçus, loyer plus vente du bien. En effet, nous, rappelons-nous, dès le départ, on avait déboursé au total pour cet investissement 331 186. Effectivement, dans cette hypothèse optimiste, quand on soustrait ce qu'on a dépensé initialement, on a une plus-value de 41 515 euros. Effectivement, c'est intéressant. Ici, on fait un gain. Ici, tout a vraiment été vu de manière optimiste. Maintenant, pour être juste, on va comparer ce gain de la deuxième hypothèse avec les gains de l'investissement financier. Donc, passons à l'investissement boursier. Donc, ici, vous voyez, on a investi les 20 000 euros de départ, les 20 000 euros que le client avait au tout début et qu'il voulait investir et qu'il a mis en apport pour le financement du crédit immobilier. Ici, nous prenons juste ces 20 000. On n'utilise même pas l'effet de levier de l'emprunt. Juste ces 20 000 euros, on les place en bourse et on va chercher dans la diversification une rentabilité de 7% en moyenne, plus les intérêts composés, puisque chaque année, ces 7% d'intérêts vont produire des petits qui seront rajoutés dans les 20 000. Donc, ça va s'accumuler et ça va créer l'effet des intérêts composés. Donc, ce taux de rentabilité plus les intérêts composés, au bout de 15 ans, tenez-vous bien, on garde que 7%. Bon, on ne parle pas de la fluctuation où effectivement ça peut monter très haut avec du 12 et ça baisse à 5 et ça remonte ou ça fait du 3. Mais nous, on se dit, quand on va faire un lissage sur les 15 ans, annuellement, on aimerait avoir du 7%. Et au bout de 15 ans, juste avec 20 000 euros, je n'ai pas eu à faire tous les efforts relatifs à l'emprunt immobilier dont je vous en ai déjà parlé. Ici, je n'ai donné que mes 20 000 euros. J'ai attendu 15 ans. Le montant a doublé, plus que doublé d'ailleurs. Donc, en effet, ici, vous voyez que je suis à 55 181. Quand dans l'immobilier, avec tous les efforts qui ont été consentis, je suis à 41 515. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, l'investissement immobilier et l'investissement boursier n'ont pas les mêmes taux de rentabilité. Comme nous l'avons vu avec une hypothèse très optimiste de l'investissement immobilier, on a une rentabilité de 11%, malgré l'effet des leviers de l'emprunt bancaire avec une revente du bien in fine. Et à l'inverse, dans l'investissement boursier, sans l'effet de levier, on a une rentabilité de 54%, ce qui n'est pas anodin. En guise de conclusion, je pourrais donc vous dire que l'immobilier présente beaucoup de faiblesses et une rentabilité souvent surestimée face aux efforts constants qu'on doit déployer. De plus, malgré l'effet de levier, la revente peut s'avérer moins lucrative, transformant ainsi l'investissement en un gouffre financier. À l'inverse, les placements financiers offrent généralement une meilleure rentabilité. Certes, il ne faut pas occulter la fluctuation du marché, mais ces risques peuvent être maîtrisés grâce à la diversification. Mais
surtout une stratégie adaptée à ton profil financier. Ce qui est agréable dans les marchés financiers, c'est qu'une fois votre argent investi, il travaille pour vous, vous générant ainsi des dividendes et des gains sans tous les tracas qu'on a rencontrés dans l'investissement immobilier. Si tu restes persuadé que l'immobilier est l'investissement qu'il te faut ou qui te convient le mieux, pas de souci. Je suis en train de préparer d'autres vidéos pour te présenter des investissements immobiliers beaucoup plus rentables que l'investissement locatif à titre individuel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin que tu ne puisses pas manquer cette série de vidéos. L'objectif ici dans cette chaîne est d'aider à voir au-delà des idées reçues et à révéler les secrets souvent cachés sur l'investissement immobilier. Ton patrimoine est complexe et nécessite une structuration beaucoup plus approfondie, tant en Occident qu'en Afrique. Nous te proposons un accompagnement personnalisé et un suivi sur mesure, adapté aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Contacte-nous via notre adresse mail ou le lien de notre site web mis en barre de description. Et profite de 30 minutes gratuites de diagnostic patrimonial afin d'évaluer si un accompagnement est pertinent pour la structuration de votre patrimoine. Tu es passionné par les thématiques financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Apporte-nous ton soutien en likant et en partageant la vidéo pour faire circuler l'information autour de la communauté, mais aussi d'aider tes proches à ne pas tomber dans les pièges qui engloutissent notre argent, à l'instar de l'investissement immobilier. Tu souhaites plus d'astuces sur les investissements stratégiques financiers? Dis-moi oui en commentaire, mais surtout, si tu as une expérience, n'hésite pas à nous la partager. Elle pourra aider d'autres personnes. J'ai hâte de te lire. Mais surtout, chère diaspora, n'oubliez pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.